Donc, bonjour à tous, je suis Emmanuelle Roger, cofondatrice et CEO d'Immersive, une start-up spécialisée dans la réalité augmentée. Et donc nous, on imagine comment on va regarder un match de sport dans le futur. On imagine quelle sera l'expérience du fan en réalité augmentée. Bonjour, je suis Fabien Barati, directeur général de Emmersive. Et nous, on réalise, on fait de la réalité virtuelle interactive depuis 12 ans. Et on travaille dans plein de domaines différents, mais notamment pour le sport. On a sorti plusieurs installations pour Adidas ou le tennis avec Orange, ou Air Tennis pour BNP durant Orange Garros. Bonjour, Jean-François Rouzet de Winkle 360. On est une solution de plateforme live streaming pour téléphone portable, desktop et lunettes. C'est finalement assez bien. Aeon Reality a fait je ne sais pas comment dire, une vision globale du domaine du sport dans plein de domaines différents. Nous, on se reconcentre un petit peu plus sur la fan expérience et qu'est-ce qu'on peut amener aux fans dans le contexte d'un match. Alors un match, on va être large, hein, puis on va considérer que tout acte de sport est un match, même si vous avez des préférences. Dites-nous juste, pour commencer, depuis quelques années, quels sont les nouveaux dispositifs pour vivre un match? Qu'est-ce qui a changé et quels sont les dispositifs? Alors, à l'usage des utilisateurs, hein, on a plein de dispositifs extrêmement intéressants sur ce salon-là. On distingue ce qui est utilisable à la maison, comme les smartphones, et puis ce qui est utilisable peut-être dans des contextes un petit peu plus construits, comme des salles ou des magasins de fans, etc. Du coup, moi je dirais que le premier élément qui est venu pour accompagner l'utilisateur, en tout cas assez récemment, c'est le téléphone portable, sur lequel on a vu éclore des applications mobiles dites de second écran qui permettent d'amener du contenu comme des statistiques, des replays vidéo, des informations sur le calendrier des matchs, les résultats, etc. Là, avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on va basculer cet écran et on va l'amener en fait au niveau des yeux. Donc ce que ça va nous permettre, c'est d'avoir toutes ces informations-là dans un seul champ de vision. Et donc je pense que c'est le principal changement aujourd'hui avec ces nouvelles technologies sur l'expérience du fan, c'est qu'il va pouvoir consommer toute l'information dont il a besoin, alors si c'est en live en temps réel, pour avoir la meilleure expérience possible en tant que supporter. Donc le téléphone, nouveau dispositif. Est-ce que vous en voyez d'autres qui commencent, alors qui se démocratisent, qui sont existants ou qui commencent à se démocratiser? Donc c'est vrai, le téléphone est devenu vraiment la seconde screen pour l'utilisateur, même la tablette. Ce qu'on voit aussi, c'est différencier, disons, l'événement autour du match et pendant le match. On peut donc parler d'une consommation différente pour la fan zone, par exemple, autour de l'événement, et après une consommation différente lorsqu'on regarde le match ou alors lorsqu'on partage le match en direct. Donc je pense que la tablette ou le téléphone est, dans notre cas, à 80% utilisé par nos consommateurs. Oui. Les lunettes sont encore peu utilisées pour voir les matchs, même si ça commence petit à petit. Mais on reste surtout sur la tablette et le téléphone. Et desktop. Et pareil, peut-être pour continuer là-dessus aussi, sur ce fameux téléphone, parce qu'il est dans toutes nos poches, ce smartphone, on a vu des expériences, alors plus ou moins immersives, on va dire. On va distinguer, regarder l'écran et utiliser l'équivalent d'un cardboard ou ce que vous voulez. Est-ce que vous constatez, vous, que cet usage plus immersif est en train d'arriver chez les fans? Est-ce que les gens utilisent le cardboard pour regarder un match, comme on a vu là, ou est-ce que ça reste quand même un petit peu du domaine de la science-fiction aujourd'hui? Moi je veux bien répondre, mais c'est pas tellement ma spécialité pour le coup, la diffusion. Si on parle vraiment de diffusion Oui. de match, là pour le coup c'est peut-être mes voisins qui sauront mieux répondre, parce que moi je suis dans la reconstitution et faire vivre le match. Ça marche aussi en live, hein, l'immersion 360. On peut se demander si les gens sont demandeurs. Là on parle de diffusion. Oui. Et du coup, donc, vidéo 360, etc.
Justement, ouais. Est-ce que sur la fan zone, sur ce qui fait le cœur de votre métier, vous avez d'autres appareils, ou est-ce que ça reste quand même très lié au smartphone aujourd'hui? Nous, on utilise surtout les casques de réalité virtuelle qui nous permettent d'utiliser tout le corps. D'accord. Donc le Vive, bien sûr, mais aussi avec des trackers supplémentaires. Vraiment pour utiliser son corps comme dans la réalité. Alors oui, peut-être pour rebondir sur ce point, aujourd'hui il y a des casques de réalité virtuelle qui sont disponibles via smartphone, comme le Samsung Gear VR, qui permettent de démocratiser un petit peu ce nouveau média en fait, pour le grand public. Après, au niveau des taux d'utilisation, je pense qu'il reste assez faible aujourd'hui, déjà parce qu'il n'y a pas énormément d'applications de contenu. Je crois que l'année dernière, à l'occasion de Roland Garros, c'était la première fois qu'on avait une diffusion live en France d'un événement en réalité virtuelle. Donc ça joue sur le fait qu'aujourd'hui, c'est encore des technologies qui ne sont pas mass market. Mais justement, ça m'amène à un point qui est de dire qu'on peut proposer une nouvelle façon de vivre un match en live avec des technos de type VR, mais aussi de réalité augmentée. C'est ce qu'on fait nous, notamment avec HoloLens, donc qui est le casque de réalité augmentée de Microsoft. On a proposé notamment l'année dernière avec France Télévisions pour Roland Garros, qui permettent à une population bien ciblée, donc par exemple le public VIP qui est présent dans une loge, de pouvoir vivre son match comme on l'imagine dans le futur. Donc avec de la donnée en transparence qui est affichée par-dessus ce que l'utilisateur voit devant ses yeux. Donc concrètement, là par exemple, on a un utilisateur qui se retrouve dans la loge de France Télévisions, donc qui donne sur le court Philippe Chatrier pour le tennis. Donc qui voit son match normalement et qui, grâce au HoloLens, va pouvoir voir en plus toutes les stats des matchs qui ont lieu sur d'autres cours au même moment, donc tous les scores par exemple, et même le flux vidéo live d'un de ces scores. Donc concrètement, je regarde le cours central, Philippe Chatrier, et je vois en direct ce qui se passe sur le Langlaine par exemple. Donc ça, ce sont des expériences qu'on peut proposer aujourd'hui à un public privilégié, entre guillemets, qui va être par exemple les VIP dans des loges. Alors pour rentrer un petit peu dans le concret de ta question, au niveau des second screens, des téléphones et des tablettes, nous par exemple à Winkle, on est à Madrid et à Paris, mais on est surtout basé à Madrid. Et là-bas, donc, comme tu vas bien connaître, le sport, le foot à Madrid, c'est religion. Donc de notre côté, on a eu la chance de travailler avec le Real Madrid et avec l'Atlético de Madrid dans tout ce qui est contenu immersif pour la fan zone, mais aussi pour la distribution du match. On a fait par exemple la finale de la Champions League du Real Madrid qui était à Cardiff, en Irlande. Donc on a installé 6 caméras autour du stade et les gens voyaient en direct, en streaming live, le match. Et ils le voyaient surtout depuis le téléphone portable ou depuis la tablette. C'est-à-dire que la consommation de lunettes était, comme tu l'as dit, très, très privilégiée. C'est-à-dire qu'on n'embarque pas tout le monde pour l'instant dans cette technologie. Mais c'est vrai que les gens regardaient la télé, le match, et ils avaient à côté le téléphone et ils pouvaient choisir caméra 1, caméra 2, caméra 3 et revoir les replays, mais depuis un différents points de vue. Et de cette manière-là, aussi, sinon passer en mode cardboard et revoir la répétition, mais avec les lunettes, comme s'ils étaient au stade à Cardiff. D'accord. Si on reprend un petit peu vos expériences, on va s'intéresser, si vous le voulez bien, aussi au modèle économique qu'il y a derrière pour le sport et pour les fans. On a l'impression que ces outils s'adressent à des catégories spécifiques de fans. Alors on a dit des VIP, des gens des super fans qui ont la capacité de suivre 3 matchs de tennis à la fois et de s'y intéresser. Ou alors, comme on a vu sur E.ON, des gens qui ont envie, intérêt de suivre par exemple l'ensemble des statistiques en direct d'un match de football américain en même temps qu'on voit le match. Est-ce que ça, c'est la majorité des fans, ou est-ce que chaque expérience que vous proposez ou que vos clients demandent sont plutôt ciblés à des catégories particulières? Il y a les fans, mais il y a aussi ceux qui veulent découvrir un sport. C'est pure communication pour se mettre à la place d'un sportif, pour découvrir les sensations qu'on peut avoir dans un sport. La réalité virtuelle, il n'y a pas mieux, bien sûr. Donc c'est pas juste faire les gestes du sport, c'est aussi
être en plein match, avoir le public qui scande notre nom, avoir la pression sur nous, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est avoir les vraies émotions des sportifs et du coup essayer de donner envie voilà, à la fois de découvrir le sport, à la fois de battre son propre record, que ce soit en réalité virtuelle ou après en réalité. D'accord. Pareil, même question. Est-ce que vous, Alors, dans sur la typologie des fans, donc moi je repars plutôt sur le côté réalité augmentée. Donc je vais enrichir quelque chose qui est devant mes yeux. Donc par exemple, je suis dans mon salon, je mets mes lunettes de réalité augmentée, je vois ma télé, et autour de la télé, je vais pouvoir afficher tous les replays vidéo qui me sont proposés. C'est-à-dire qu'il y a une action. Est-ce qu'il y avait penalty, il n'y avait pas penalty, tac, j'ai mon replay qui arrive. Ça, je pense que tout un chacun qui vit le moment à fond aura envie d'avoir ce type de contenu. Donc ça, je pense que c'est assez, on va dire, c'est le fan généraliste, pas hyper à fond dans les statistiques. Donc ce genre de contenu, c'est toujours intéressant. Et puis avec la 3D, donc c'est vrai en réalité virtuelle et en réalité augmentée, ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir la nouvelle version de la page joueur, qui est que je fais apparaître Griezmann dans mon salon avec toutes les stats, par exemple sur le tournoi, si c'est la Coupe du Monde, par exemple. Et ça va me permettre de me figurer déjà, en fait, il est géant, de voir la taille qu'il a, s'il est animé, d'avoir une sensation, un sentiment de, il est présent chez moi en fait. Donc pour les fans, il y a ce côté proximité en fait avec leurs joueurs par exemple, qui est une vraie plus-value dans l'expérience. Et ça, pareil, on va pas s'adresser à un fan qui va vouloir savoir quel est le taux de passe de l'équipe à tel moment du match. Qui va être plus dans l'analyse statistique. C'est vraiment généraliste en fait comme type d'expérience. Le côté réalité mixte dans lequel comme tu l'as dit, mettre un joueur dans ton salon, c'est quelque chose que je pense qui va se développer de plus en plus et les gens vont vouloir même partager cette expérience. Ça me rappelle pour l'Euro 2016, dans la fan zone qui était près du Champ de Mars. Oui. Il y avait, on avait fait pour la Poste une expérience de réalité augmentée dans laquelle les gens pouvaient se faire une photo avec le joueur en 3D. Donc là, c'était avec un marqueur, c'était pas avec les lunettes HoloLens, tout ça. Mais ça commençait déjà à être dans cette direction dans laquelle on voit les joueurs, les fans qui veulent pouvoir être à côté du joueur en 3D. Ça peut être une vidéo, ça pouvait être une image 3D. Et se faire des selfies avec les joueurs. Est-ce qu'on rentre dans la personnalisation de la relation? Vous parliez de proximité. Est-ce que la proximité, elle reste généraliste, si on peut dire? Enfin, on fait apparaître le joueur, etc. Ou est-ce qu'on est un petit peu comme dans les... On va avoir une session retail vendredi où la problématique, elle est dans la personnalisation de la relation. Et les technologies immersives amènent une certaine personnalisation. Est-ce que dans le sport, on est dans la même vague? On cherche cette personnalisation? Personnalisation au niveau des expériences? C'est ça, c'est Griezmann, il est dans mon salon, c'est bien, mais est-ce que je veux, moi, en tant que fan, qu'il s'adresse à moi particulièrement? Alors, je pense que déjà, il y a plein de logiques de questions de droit qui sont derrière, etc. Donc, oui, ça, j'imagine. Mais on pourrait imaginer, alors plutôt pour un sponsor, dans le cas par exemple où un joueur est l'effigie d'une marque, un équipementier sportif par exemple, avoir tout un scénario où il va y avoir une logique de gamification entre le personnage et l'utilisateur. Ça, plutôt dans ce cadre d'expérience-là, on pourrait avoir quelque chose de très poussé. Alors, avec pourquoi pas, tu défies un joueur sur un geste technique et en fait, ton but c'est de le battre sur le nombre de jongles, j'en sais rien, sur un geste technique. Ça pourrait être intéressant pour des opérations de communication. Après, vraiment, sur l'expérience fan, je pense que le fait juste de voir apparaître un hologramme de joueur, il y a un effet waouh parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est juste, je vais passer ma fiche joueur 2D classique en 3D avec pourquoi pas de l'animation, des choses de l'ordre qui sont sympathiques, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'aspect aussi économique de ces choses-là? On parle de fan expérience, on parle de plein de choses qui sont extrêmement intéressantes, on l'a vu. À un moment, si je retourne un peu sur Terre, la question c'est qui paye tout ça? Est-ce que le modèle économique s'adresse, il peut y en avoir plusieurs, mais est-ce qu'il s'adresse
aux grandes institutions sportives, le club de foot, la fédération de tir à l'arc, le CIO, je ne sais pas, ou pour quelque chose, c'est-à-dire que c'est lui le client. Est-ce qu'il s'adresse aux fans à la fin pour avoir un contenu premium et financer quelque chose, je ne sais pas qui non plus? Comment les modèles économiques se déplacent aujourd'hui ou se créent? Dans notre cas, ça va être les fédérations sportives et les marques voilà, qui veulent communiquer sur un produit, donc l'expérience de marque, l'expérience produit, ou bien les fédérations qui veulent mettre en avant leur sport. Dans notre cas, c'est ça. Alors là, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que la VR et l'AR, ça va être de nouveaux canaux de communication, comme le mobile, et que en fait, toutes les marques, que je sois une fédération, que je sois un stade, que je sois un diffuseur télé, comme un canal ou un BIN, j'ai déjà mes canaux de communication mobile. Et le jour où les devices de type les lunettes de réalité augmentée vont proposer seront disponibles pour le grand public, il faudra que j'adresse cette audience. Et donc du coup, ce sera le même type de logique en termes de budget, en fait, j'ai cette audience-là qu'il faudra que j'adresse. Et je pense que c'est ce type de business model qui va se mettre en place. Et je voulais juste ajouter que pour ce qui est mobile, l'année dernière, il y a eu la sortie de 2 SDK de réalité augmentée pour iOS et Android qui s'appellent ARKit et ARCore, qui permettent d'ores et déjà de toucher sur mobile une grande partie du public avec de la réalité augmentée. Alors certes, on aura une réalité augmentée qui sera différente de celle qu'on peut avoir avec des lunettes parce que j'aurai pas les mains libres puisque je tiens mon portable, mais je peux déjà par exemple faire apparaître Griezmann dans mon salon avec mon téléphone portable et me prendre en selfie avec, partager sur les réseaux sociaux. Il y a déjà des choses qui sont disponibles et c'est un marché qui évolue très très rapidement. On attend tous la sortie de Magic Leap cette année, qui est le gros constructeur cette année peut-être. Voilà. Et on sait que ça va aller vers la démocratisation en tout cas de ces technologies pour le grand public, et une fois que l'audience sera là, on s'installera sur ce type de business model. Tout à fait d'accord avec Emmanuel. Dans le cas de la VR et le contenu immersif, ce qu'on voit aussi, c'est le thème de la plateforme dans lequel il y aura de la publicité intégrée. Donc tout ce qui est banner, tout ce qui est modèle 3D intégré dans le stade en 360 pendant par exemple avant le début du match, une bouteille de Coca-Cola qui grandit sur le terrain, oui. Des choses comme ça. Les banners qui sont, ça peut être frontal, latéraux, les côtés, tout ça. Donc de ce côté-là, tout avec les analytiques pour que le client soit informé à tout moment de la participation et s'il y a cliquage ou pas de la part de l'utilisateur. Et puis aussi le thème de voir un match, ça peut être payant aussi. C'est-à-dire que le login pour client, donc acheter un abonnement mensuel, un abonnement pour toute la saison. Donc ça, c'est aussi une manière de revenu dans le contenu immersif 360. Et on peut imaginer alors, en restant sur la même logique, on peut imaginer des goodies virtuels. C'est-à-dire que demain, j'irai plus acheter mon écharpe du PSG ou de l'OM. Enfin, ça dépend. J'ai pas d'équipe préférée. Je pourrais aller acheter peut-être pas mon chapeau virtuel, ça fait un peu gadget, je sais pas, mais mon pass premium, mon interview avec Griezmann. On va rester sur Griezmann comme ça. Je pourrais acheter ces choses-là et ça pourrait devenir un flux de revenus un petit peu comme les autres. Alors justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en termes de monétisation, ce qui va être très intéressant avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est que c'est de la 3D. Donc on va pouvoir faire du vrai placement de produit, entre guillemets. Donc par exemple, si je veux acheter mon écharpe de mon club préféré, je vais la voir en 3D. Donc ça me donnera, ce sera encore plus réaliste qu'une image 2D que je peux trouver sur mon site web ou sur mon application classique. Donc j'ai envie de dire oui. Je pense qu'au contraire, pour tout ce qui est maillot, pour tout ce qui est écharpe, tout ce qui va être équipement, c'est plus intéressant encore de le voir en 3D ou sur un mannequin que de l'avoir en photo. Si vous avez des questions sur les sujets qu'on aborde, n'hésitez pas à lever la main, moi je vous regarde, pour les poser directement. Si vous voulez aborder un point particulier, surtout n'hésitez pas.
Oui, vous au premier rang. Oui, moi encore. Et du coup, est-ce qu'on peut aussi intégrer peut-être les paris sportifs à l'intérieur pour monétiser? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant en plus quoi, avec le pari sportif? Non, mais alors du coup, comme on peut intégrer n'importe quel type de données, typiquement les données des datas sportives en temps réel, on pourrait intégrer. Et là, je pense qu'il y a un autre point qui est intéressant, c'est que la 3D, elle nous permet de faire de la data visualisation en 3D qui peut être très intéressante pour bien comprendre des données complexes qui peuvent intéresser les parieurs. En fait, je voudrais parler d'autre chose, mais qui a un rapport, bien sûr. Je crois beaucoup en l'e-sport. Mais Oui. quand je parle d'e-sport, bon, on va dire, une nouvelle discipline qui n'est pas l'e-sport de maintenant, ni le sport classique, ni un sport classique en mode électronique. C'est vraiment des nouveaux sports qui mêlent physique et monde virtuel, en gros. Et là du coup, toute la consommation autour de ça, l'interactivité que va avoir le public, tout ça va se mélanger. Et comme on parlait de personnalisation à l'instant, là, le public pourra de goodies. Il pourra lui-même acheter ses goodies pour être représenté par un avatar spécifique. Il peut même potentiellement interagir avec le sport. On ne sait pas. En fait, les règles sont inventées. De ce Oui, là, on va encore plus loin parce que là, je ne fais pas apparaître Griezmann dans mon salon. C'est que je vais jouer sur le terrain avec lui. Un vrai match ou pas, on n'en sait rien, mais on peut aller très très loin dans cette projection, dans ce cas. Ah oui, là après, mais voilà, là c'est vraiment c'est quelque chose de nouveau qui arrive en force, mais quand ça va arriver, ça va être intéressant. Vraiment, ça va changer beaucoup de choses, je pense. J'aime bien faire des questions pièges où on ne peut pas répondre, hein. Comme tu as dit, quand ça va arriver, je vais te demander quand ça va arriver. Il y a déjà des pistes, donc il y a déjà quelques sociétés qui commencent à développer quelques concepts. Ça va pas encore hyper loin, mais c'est des premières choses. Parce que maintenant, la technologie, je dirais pas elle est là complètement, mais c'est presque là. Donc pourquoi on n'y est pas tout à fait encore, c'est qu'on n'est pas tout à fait libre, parfaitement libre d'utiliser son corps d'une manière oui, sans athlétique, contrainte. En fait. sans contrainte. Voilà. On va toujours peut-être avoir encore un fil ou alors pas assez de résolution pour être très précis ou ce genre de choses. Mais on voit que ça arrive, que ça évolue dans le bon sens. Après, donc ça arrive. Ça arrive. Est-ce que de ton expérience, on voit beaucoup sur le salon des machines justement qui font l'interface entre le corps réel, si j'ose dire, et le monde virtuel, que ce soit dans les simulations de pilotage, etc. Est-ce que ces appareils qui arrivent vont arriver chez le particulier ou est-ce qu'on est dans le modèle un peu de salle de jeu? Alors peut-être potentiellement lié justement aux maisons des supporters et des choses comme ça, enfin des jeux où on va faire du sport, je ne sais même plus comment l'appeler, mais vraiment connoté sport. Ouais, là, je pense que c'est plus de l'arcade, hein. Ça prend de la place, ça coûte cher. Donc ouais, c'est dans les fan zones ou dans des salles spécialisées, à mon avis. Même constat pour vous, ces appareils qui deviennent un peu plus... on sort un peu de l'idée du smartphone, on rentre sur les casques, même sur les HoloLens actuels. Est-ce qu'on va un petit peu comme dans les autres secteurs créer ces salles d'expérience? Alors les salles d'expérience, on en voit de plus en plus à Paris ou dans d'autres villes dans le monde. Je pense qu'on va beaucoup être dans le thème de l'arcade. Après, au niveau domestique, je pense qu'à la maison, nous on le voit par exemple sur ce que nous demandent les clients. Les clients nous demandent beaucoup Samsung Gear ou Cardboard, nous demandent très peu Oculus ou Vive. Ce qui veut dire que pour l'instant, le marché de la réalité virtuelle de plus de 250 € est très limité dans l'utilisateur. Il reste très spécifique dans le gaming ou dans l'arcade. Donc, je pense que, de mon point de vue, à la maison, les gens auront de plus en plus de lunettes. Ça va se démocratiser, mais les grosses installations, ça restera surtout pour le gamer.
Donc les lunettes plus, comme on l'entend, là, les Oculus Go qui vont bientôt sortir, là, qui vont permettre de donner une qualité intéressante tout en ayant un hardware qui est assez gaming, Oculus Go. Mais je pense que la réalité virtuelle à la maison va rester assez simple pour l'instant, dans les prochaines années. J'aimerais bien aussi vous poser une question qui touche plus le domaine du sport. Vous avez l'habitude de travailler avec donc, les clubs, les institutions, les fédérations, les choses comme ça. Est-ce que pour une entreprise qui fait des technologies immersives, pour une start-up, c'est un milieu qui est facile à appréhender ou pas? Est-ce qu'il y a des codes spécifiques? Est-ce qu'il y a une certaine inertie, comme dans tous les domaines, hein? C'est quoi un petit peu les caractéristiques de ce milieu? Est-ce qu'il y en a un déjà? Est-ce qu'il y a un sport? Est-ce qu'il y a un milieu sport ou alors tous les sports sont différents? Non, je pense qu'il y a un milieu sport. Après, dans ce milieu-là, il y a le football au-dessus de tout, qui est le sport qui a le plus de moyens, donc qu'on adresse principalement. Après, sur la facilité à rentrer en contact, alors moi je suis pas le bon exemple parce que je bossais dans ce secteur-là avant de monter Immersive. C'est peut-être le bon exemple. Donc du coup, j'ai pas dû me confronter à ce genre de premier contact puisque c'est des gens avec qui je travaillais déjà. Peut-être que je peux demander. Je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel. Le foot, c'est le triple A de ce côté-là. C'est même une religion, tu as dit. Hein, donc exactement. Là, oui, quand on fait des streamings pour le Real Madrid, s'il y a un problème technique, il faut mieux déménager. Donc non, on ne peut pas rater ça. Nous, on a fait beaucoup d'expériences au niveau du sport dans le foot, à Madrid, au Qatar, ça commence assez fort. Et puis, on voit aussi dans ce qu'est la partie course. Donc, installer des caméras 360 dans les voitures, ça commence à se faire de plus en plus. Et puis après, on voit aux États-Unis, la NBA, que la NFL est à fond dans le streaming live 360. Donc, Mais c'est des milieux qui sont... alors, je continue un petit peu, j'essaye d'analyser le milieu, peut-être pour des entreprises qui sont là et qui se posent la question. C'est des milieux qui sont... ouvert à l'innovation, globalement? Moi, je pense que oui. Oui, moi aussi, bien sûr. Je pense que oui, de toute façon, ils sont toujours à la recherche, comme on dit, de licenciés. Il faut faire sa pub, hein, il faut y aller. Après, rien à voir, mais l'autre usage de la réalité virtuelle, ça peut être pour le sport, ça peut être aussi tout ce qui est... entraînement, rééducation. Donc là c'est aussi pour être plus efficace, pour même faire des économies. On en a parlé un peu, oui. Cet aspect collatéral. Hervé en a parlé un petit peu entre différents corps de métier qui travaillent dans le domaine du sport. Justement, vous avez des exemples de ce type où ces technologies-là se diffusent sur ces corps de métier avec des objectifs peut-être un peu plus spécifiques que simplement de la communication? Du coup, si, comme on disait tout à l'heure, la partie grand public n'est pas encore très mature sur ces technologies parce que le taux d'équipement est encore faible, même si on sait que ça va venir, il y a une partie complètement B2B qui est intéressante, pour laquelle ces technologies sont d'ores et déjà intéressantes. Donc c'est le cas notamment pour ce qui est formation, par exemple de staff technique ou d'arbitre. C'est des sujets sur lesquels nous on réfléchit. Comment on peut mettre en situation un arbitre, c'est des choses qui sont déjà faites aujourd'hui mais avec des écrans. Qu'est-ce que peut apporter par exemple la réalité virtuelle, voire, et c'est ce qu'on fait nous, la réalité augmentée. Comment je peux mettre en situation mon arbitre pour qu'il sache correctement déterminer s'il y a hors-jeu ou non, si ce tacle mérite un carton ou pas. Et donc là, il y a beaucoup de choses à apporter parce que ces technos-là, elles vont permettre une montée en compétences qui va être plus rapide pour les personnes qui sont formées. Donc là, c'est la partie formation, mais il y a des intérêts aussi, je pense, pour par exemple un arbitre de touche ou un quatrième arbitre qui va pouvoir regarder ce qui se passe sur le terrain et s'il a besoin, avoir dans des lunettes le replay de l'action pour être sûr de sa décision. Ou
ce genre d'informations. Non, je suis tout à fait d'accord. Non, c'est intéressant. Je repose presque la même question que j'ai posée à Hervé. Ces différents usages, en fait, on a l'impression qu'ils utilisent les mêmes outils d'une certaine façon. On est en train de capitaliser quelque chose. En tout cas, si on est un club de foot, je vais prendre le foot puisque c'est l'exemple, on a tout intérêt à capitaliser des modèles 3D de joueurs, des techniques, des choses comme ça, pour les réutiliser. Alors peut-être pour l'entraînement de ces joueurs, comme on l'a vu, pour les relations avec les fans, pour l'aspect communication, alors peut-être pour la formation des arbitres, mais ça j'imagine que c'est à un niveau plus fédéral, mais on a cette capitalisation à faire. C'est dans l'idée des différents clubs, où ça reste quand même à chaque fois une expérience un peu one-shot. On fait une fan zone, on fait une application, on fait quelque chose. Dans notre cas, c'est plutôt, c'est pas vraiment le club, c'est surtout soit la marque, le sponsor, qui veut faire une action avant le match ou en dehors du stade, une fan zone ou dans une zone VIP. Et après, c'est surtout la chaîne de télévision qui a les droits pour retransmettre le match en 360. Et donc, c'est la chaîne de télévision qui assume le défi de transmettre en streaming live 2D et en streaming live 360 le match. Donc, généralement, ce n'est pas vraiment le club. Le club est plutôt les bras ouverts en attente qu'on lui propose gratuitement une action révolutionnaire. C'est surtout la marque ou la chaîne de télévision qui investit. Alors du coup, pour tout ce qui est intérêt à capitaliser sur du contenu, je pense sur la partie vraiment métier, l'intérêt forcément c'est d'avoir un outil que je vais pouvoir réutiliser. Alors il y a souvent la question du contenu. Par exemple là, si je reprends l'exemple de la mise en situation d'un arbitre, si on veut créer une mise en situation réaliste, il va falloir aujourd'hui qu'on crée sur mesure un cas d'usage avec par exemple 3 joueurs, etc. Et après il y a toutes des réflexions qui sont comment je vais pouvoir industrialiser cette création de contenu-là pour qu'on puisse l'exploiter à souhait pendant des années. Et ça me fait penser que aujourd'hui, donc c'est une techno qui n'est pas encore mature, mais il y a peut-être la vidéo, alors je ne sais pas comment on l'appelle, volumétrique 3D qui arrivera un jour et qui nous permettra d'exploiter en 3D des scènes de match directement, de pouvoir préparer un match avec le paperboard du futur où je fais mon analyse tactique. Et je pense en plus que c'est des choses qui parleraient aux joueurs de foot qui seraient plus concentrés sur la préparation du match s'ils portent un HoloLens tout autour en train de préparer le match, parce que c'est des technos qui leur parlent, parce que c'est des technos qui parlent souvent plus aux jeunes générations. Mais très clairement, oui, il y a un intérêt à capitaliser sur ce contenu et les technos seront de plus en plus matures pour qu'on puisse avoir des produits qui sont industrialisables et réutilisables dans le temps. En fait, ces produits-là, si on se place au niveau d'un... Je reste un petit peu au niveau du club, dans les aspects qui sont peut-être pas trop marketing ou communication, mais ces outils-là deviennent des outils d'amélioration de performance aussi. Enfin, pas des secrets industriels du club pour que ça aille mieux et préparer les matchs mieux, mais ce qu'on a vu là avec E.ON sur la préparation du geste sportif, les choses comme ça, ces outils deviennent des vrais... des annexes à l'entraîneur en fait pour être encore plus performant, encore meilleur. En tout cas, on arrive sur ces données-là. Oui, parce que ça permet de capter le mouvement de manière très précise et surtout de l'enregistrer, de le repasser et de faire des statistiques et donc jouer avec la data. Et bien sûr, ça a énormément de valeur. Bien sûr. Après, on voit aussi les propres gouvernements ou une ville qui décide d'investir dans tout ce qui est la technologie, donc pour les data pour les joueurs, mais aussi pour tout ce qui est l'entraînement. Tu parlais de l'entraînement, Emmanuel. J'ai eu l'occasion au Qatar, à Doha, de visiter la ville du football qui sont en train de préparer là-bas pour le prochain mondial. Et c'est impressionnant, toute la technologie qui est en train de s'accumuler là-bas. Et ils commencent à recevoir des équipes de foot qui viennent s'entraîner avec tous les capteurs, tous les marqueurs et tout ça pour avoir, disons, jusqu'à combien d'oxygène quand il fait cette passe, le joueur consomme, etc. Donc il y a vraiment
de la part de la ville un intérêt économique pour développer les technologies AR, VR et tout ce qui est tracking, etc. Toujours pas de questions sur ces points-là? Ça vous paraît clair? A priori. N'hésitez pas, hein, de toute façon, les intervenants sont là. Vas-y. On remarque du coup qu'il y a vraiment beaucoup, au final, de marketing en soi, que ce soit de la fan zone, que ce soit de la marque. Puis finalement, en sport, on en a finalement très peu. Comme tu disais tout à l'heure, faire de l'entraînement chez soi ou des choses comme ça, ou de la préparation physique. Est-ce que c'est parce que le matériel ne suit pas, ou c'est vraiment parce qu'il n'y a pas, il y a tant que ça de besoin? Je pense que là, il y a un effet de mode de la VR pour tout ce qui est marketing. Donc, c'est ce qu'on voit le plus. Du coup, on communique beaucoup grâce à la VR et l'AR, peut-être même encore. Mais je pense que sur le long terme, après, ça va être utilisé plus pour des choses qui nous rendent plus efficaces ou qui nous donnent plus d'informations. Donc, l'entraînement, la diffusion, l'information en réalité augmentée. Je pense que sur le long terme, c'est ça qui va primer, en dehors de l'e-sport du futur. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu dans les minutes qui nous restent pour clôturer cette table ronde. Vous avez parlé de la télévision. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à maintenant, on va dire. La télévision, c'est un grand financeur du monde sportif. Et les expériences que vous nous décrivez la font paraître un peu plates, sans jeu de mots. Ça veut dire que pour vous, on va vers une révolution de la diffusion de ces événements, si on reste dans la diffusion. Est-ce que la télévision, c'est fini dans le sport, on va peut-être le dire comme ça, ou pas? La télé qu'on connaît. Hein. Alors, peut-être que l'écran de la télé, il va disparaître, peut-être. Après, la télévision, c'est-à-dire la production du contenu, je pense qu'elle a encore pas mal d'années devant elle, parce que je pense que c'est pas demain qu'on fera de la vidéo volumétrique en live dans laquelle on pourra s'immerger. Donc, je pense que la télévision telle qu'on la connaît, elle restera. Après, peut-être que les écrans seront dématérialisés dans les lunettes, par exemple. Mais voilà, le contenu, je pense, a encore de belles années devant lui. Et est-ce que cette télévision, c'est peut-être une des pistes de financement, justement, de ces nouvelles expériences, comme tu l'as dit un petit peu? Oui, entre autres, un diffuseur de contenu, comme c'est le cas aujourd'hui, va proposer à son audience de l'expérience digitale. Et donc, pour la réalité augmentée, par exemple, ce sera un nouveau canal de diffusion qu'il faudra adresser avec du contenu en réalité augmentée autour de l'écran, qui augmente en fait la télévision dans le salon de l'utilisateur. Oui, non, encore une fois, tout à fait d'accord avec Emmanuel. Mais oui, l'écran, je pense qu'il lui reste encore pas mal d'années avant de disparaître. Plus que disparaître, il va, comme tu l'as dit, se dématérialiser en différents écrans, plus ou moins personnels. C'est vrai que pour l'instant, nous, ce qu'on voit, c'est que les chaînes de télévision ont encore du mal à comprendre que le 360, c'est une expérience additionnelle. C'est pas pour remplacer ce qu'on voit à la télé, c'est pour rajouter un point de vue, rajouter une expérience. Je pense qu'il manque encore un petit peu de temps pour l'utilisateur de bien intégrer ce qu'est le 360 et que le 360, ce n'est pas que des lunettes. Ça peut être une expérience sans lunettes. Mais bon, chaque année, ça avance de plus en plus dans cette direction. Vous savez que c'est la 20e édition de la Valve Virtual cette année. Ça fait 20 ans que le salon amène des nouveautés, des innovations, des choses comme ça. On a fait un petit pari avec les organisateurs, c'est de dire dans 20 ans, en 2038, pour la 40e édition du Laval Virtual, on fera peut-être les mêmes tables rondes. Donc je voudrais juste, vous me voyez venir, hein, je voudrais juste que vous me disiez, alors en quelques mots, sans rentrer dans les détails, si vous êtes
invité dans 20 ans, dans les mêmes circonstances, on parle de sport et de technologie immersive. À votre avis, vous parlerez de quoi? Je te laisse parler d'abord. Je sais pas, dans 20 ans, on pourra peut-être tous avoir des lentilles de réalité augmentée et regarder des matchs à plusieurs avec le terrain qui est reproduit en 3D volumétrique, le positionnement des joueurs, et on se demandera comment je fais quand je regarde un joueur pour le faire apparaître avec toutes ces statistiques. Donc on sera à ce niveau-là d'expérience côté sport, je pense, pour le fan. J'imagine bien quelque chose comme ça. J'espère qu'on fera quand même encore du sport, qu'on ne sera pas tous connectés des lunettes toute la journée. Mais je pense que oui, la réalité augmentée, la réalité mixte sera plus qu'une seule chose. Enfin, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sera plus qu'une seule chose. Et ça sera naturel pour nous de voir un match et d'avoir du contenu qui apparaît avec ou sans lunettes, on verra quelle technologie, mais de disposer en temps réel d'informations additionnelles et pouvoir partager avec nos amis sans devoir voir un avatar 3D transparent à côté. Même question. Oui, bon, c'est difficile de se projeter. Je pense que ça a beaucoup trait à la technologie et à quel point la réalité virtuelle va on va dire, nous augmenter. Et si ça rentre dans notre vie complètement, que ça devient quelque chose de naturel. Et 20 ans, il risque de se passer vraiment beaucoup de choses. Donc c'est vraiment difficile d'imaginer. Mais je pense qu'on aura toujours ces questions de diffusion. Mais on parlera peut-être d'autres sports, on parlera d'autres problématiques. Mais bon, je pense que avec la technologie va vraiment rentrer beaucoup plus dans nos corps. Être moins contraignante aussi. Plus invisible. Ouais. Et du coup, je pense que ça va changer notre manière de voir la technologie, de manière dont on l'utilise. Ça va être beaucoup plus naturel. Et je pense que voilà, ça sera pas quelque chose qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, la technologie. Ce sera une part de nous-mêmes. Ouais. Voilà. Alors peut-être qu'il y a dans la salle quelqu'un qui vient du futur qui pourrait nous éclairer sur ça. On n'a pas inventé cette technologie encore. Ah, pourtant, il y a beaucoup de choses ici, mais pas encore dans ça. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous voulez approfondir un point? Ou si ça vous paraît complètement clair, je vous propose qu'on applaudisse nos intervenants. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Donc, vous êtes tous sur un stand. Donc, procurez-vous le plan. Vous avez le nom des entreprises ici et vous pouvez les retrouver. Et n'hésitez pas à aller discuter directement, ce sera le plus productif, j'imagine. Merci à tous.